Et alors, je vous propose déjà de faire l'appel. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Monsieur François Rage. Présent. Monsieur Philippe Métria. Présent. Madame Géraldine Alexandre. Présente. Monsieur Bruno Bournel. Présent. Madame Myriam Sel donne procuration à Monsieur Bernard Barasson. Monsieur Yves Scioli. Présent. Madame Mina Perrin. Présente. Monsieur Romain Rebello. Présent. Madame Audrey Nierga. Présente. Monsieur Richard Paciotto. Présent. Madame Chantal Drodz, excusée, donne procuration à Monsieur Philippe Métria. Monsieur Bernard Barasson. Présent. Madame Evelyne Brun. Présent. Monsieur Didier Zimniac. Madame Incarnation Ruiz. Madame Christine Faure. Madame Ariel Onis. Monsieur Christian Tournadre. Présent. Monsieur Nourdine Hachemi Lançon. Présent. Monsieur Didier Clavel, excusé, donne procuration à Monsieur Yves Scioli. Madame Florence Joly. Madame Virginie Chaderas. Madame Blandine Galliot. Monsieur Anthony Mahé. Monsieur Youssef Adouche, excusé, donne procuration à Madame Perrin. Madame Audrey Pétis, excusé, donne procuration à Madame Alexandre. Monsieur Stéphane Herman. Madame Renati Le Paysan. Madame Sophie Payen, excusée, donne procuration à Monsieur Fongarnant. Madame Maryse Boste-Vironnois. Monsieur Christian Fongarnant. Monsieur Yves Ramon. Madame Caroline Sadourny, excusée, donne procuration à Monsieur Bournel. Madame Pascale Faure. Monsieur Bruno Bonave. Le quorum est atteint. Merci beaucoup. Le quorum étant atteint, nous pouvons ouvrir cette séance. 2-3 éléments avant de rentrer dans l'étude des délibérations. Monsieur Pasquito, vous êtes désigné secrétaire de séance, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Le prochain conseil municipal aura lieu le 9 décembre à 18h30 et il y aura notamment à l'ordre du jour le rapport d'orientation budgétaire 2026 et aussi quelques votes de tarifs pour l'année civile 2026. Voilà, nous devons d'abord adopter le procès-verbal de la séance du 1er juillet. Appelle-t-il des commentaires de votre part? Des rectifications? Tout le monde s'est bien retrouvé? Pas de souci. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je dois vous proposer une modification de l'ordre du jour, mais de l'ordre justement, puisque Monsieur Rebello, qui est appelé à une autre réunion juste après, doit nous quitter. Donc je vous propose qu'on commence par la ville éducative, inclusive et protectrice, avec une première délibération, qui s'agit donc de la présentation du rapport relatif à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, qui va se faire à plusieurs voix. Je vous donne la parole, je vais essayer de trouver sur le déroulé où est-ce que ça se trouve. Allez-y. Merci Monsieur le maire. Comme chaque année, nous allons vous présenter à plusieurs voix le rapport donc, du coup, 2025 sur 2024 de l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Au titre de la DSU, donc, nous avions touché 252 750 €, ce qui nous plaçait à la 668e place dans le classement des communes bénéficiaires de la DSU sur un total de 750. Je vous propose qu'on commence avec Monsieur Bournel pour le CCAS et l'aide sociale. C'est bon ? Voilà, on est. Oui, donc rapidement, quelques chiffres qu'il est important de rappeler chaque année. Vous savez que le centre communal d'action sociale, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu d'écoute, c'est un lieu d'information, à la fois pour des actions de prévention et de développement social. Donc le CCAS, il fonctionne grâce à une subvention municipale qui est conséquente, puisqu'elle s'élève à un montant de 2 250 000 €. Et cette aide donc se compose de deux volets. Un volet
d'aide sociale légale, c'est-à-dire que tous les CCAS de France sont tenus d'instruire des dossiers d'aide sociale, de prise en charge d'hébergement en établissement, de prise en charge d'aide ménagère, etc., d'APA, d'MDPH. Donc à ce titre, on a instruit 40 dossiers durant l'année 2025. Ce qui est légal aussi, ce qui est obligatoire dans tous les CCAS, c'est le dispositif de téléalarme. 83 dossiers instruits cette année. C'est en augmentation constante, mais ce qui est logique par rapport au vieillissement de la population. On a beaucoup de personnes qui sont seules, qui sont de plus en plus âgées, et le dispositif de téléalarme est fortement demandé par les familles. Alors pas tellement par les personnes âgées, qui sont plutôt rétives à porter un bracelet ou un pendentif, mais plutôt pour la famille, parce que c'est quand même extrêmement sécurisant. Et les obligations alimentaires, voilà, très peu, 8 dossiers d'obligations alimentaires. Pour ce qui est de l'aide sociale légale. Ensuite, il y a une aide sociale facultative qui est relativement conséquente au CCAS de Cournon. Et parmi ces aides sociales facultatives, vous avez, les collègues qui siègent au conseil d'administration du CCAS le savent, des aides financières donc, qui ont été allouées pour un montant de pratiquement 25 000 €, 64 dossiers, 166 familles qui ont bénéficié d'une aide alimentaire pour 12 100 €, 130 foyers accueillis, c'est plus de 340 personnes à l'épicerie sociale et solidaire, avec un pourcentage énorme de familles monoparentales, puisque c'est plus de la moitié, 52,7% exactement. 36 demandes instruites au titre de la tarification solidaire, c'est-à-dire c'est des personnes qui ne disposent pas d'avis d'imposition et qui ne sont pas accompagnées. On a aussi la gestion des 65 parcelles de jardins familiaux, avec depuis 2 ans la création d'une commission qui est chargée de définir des critères objectifs pour l'attribution de ces 65 parcelles de jardins familiaux. 11 logements temporaires et 1 logement réservé aux femmes victimes de violences. Malheureusement, ces foyers, ces logements qui sont progressivement rénovés ne désemplissent pas, et notamment celui qui est réservé aux femmes victimes de violences. En ce qui concerne le transport à la demande, là aussi qui est une spécificité du CCAS au niveau de la ville de Cournon, c'est 230 personnes qui ont fait appel au service. Ça fait plus de 1600 transports. Là aussi, c'est un dispositif qui prend progressivement de l'ampleur. Les gens devenant âgés ne conduisent plus ou ne sont plus en sécurité avec leur voiture et sont donc demandeurs de ce type de demande. Je rappelle qu'on l'a élargi à la commune du Sandre, la commune voisine, notamment pour le Intermarché. On a beaucoup de Cournonnais qui vont faire leurs courses à Intermarché au Sandre et qui vont au pôle médical. Je crois que c'est Roland Garros, hein, le grand pôle médical. On a aussi tout le Zénith et on a donc de plus en plus de personnes qui sont demandeurs de ce transport à la demande. Un peu plus de 200 personnes s'étaient inscrites au registre canicule et donc ont été appelées 2 fois par semaine cet été. Et enfin, donc, un guichet enregistreur, ça c'est plus récent, hein, ça date d'il y a 3 ans. Donc 327 nouvelles demandes instruites. On a 100 familles qui ont obtenu satisfaction. C'est un remarquable pourcentage, mais il n'en demeure pas moins que ça témoigne de la crise du logement qui devient extrêmement problématique. Donc voilà pour les chiffres qui concernent à la fois donc l'aide sociale légale et l'aide sociale facultative, qui, je le répète encore une fois, et on peut s'en féliciter, est relativement importante sur la ville de Cournon. Alors, le pôle petite enfance, Madame Onis. Pardon, excusez-moi. Donc, sur le pôle petite enfance, nous avons accueilli un ensemble de 234. Pardon, merci. L'ensemble des structures en 2024 a accueilli 234 enfants. Sur ces 234 enfants, les familles, il y en avait 176 sous contrat, 58 en accueil occasionnel, toujours 15% de familles monoparentales qui portent toute notre attention dans le domaine de la petite enfance, 21% des familles qui sont au tarif plancher, c'est-à-dire le plus bas, et 14% des familles qui sont issues de notre QPV. Donc au total, il y a eu à peu près 160 000 heures d'accueil qui ont été réalisées et le CCAS a versé une subvention d'équilibre de 943 000 € à ce budget. Toujours dans le pôle petite enfance, nous avons eu en 2024 la création du lieu d'accueil enfants-parents, l'AP. Et enfin, pour terminer, l'action dans le cadre du pacte des solidarités, l'adaptation des accueils aux besoins sociaux recensés sur la commune en faveur des mères isolées, des chefs de famille en parcours d'insertion via la socialisation de leurs jeunes enfants dans nos crèches.
Merci. La dernière action, elle est en lien avec les chiffres que vous voyez juste au-dessus. 15% de familles monoparentales et 14% de familles issues du quartier, ce qui permet d'avoir ce que l'on appelle une politique de répit pour les mères qui sont isolées et qui bénéficient du coup de ces temps d'accueil dans nos établissements de la petite enfance. Madame Joly, je vous laisse prendre la suite pour le volet éducation jeunesse. Merci Monsieur Rebello, bonsoir. Donc là, on va parler de l'enfance jeunesse, donc en premier lieu du centre d'animation municipal et temps d'accueil périscolaire pour les jeunes de 3 à 17 ans. Donc le CAM Vacances a accueilli 1477 enfants. Donc là, on parle des 3-11 ans. Le CAM Ado a accueilli pour les 11-17 215 jeunes et les temps d'accueil périscolaires 1352 jeunes. Donc on est sur un dispositif que vous connaissez, hein, qui est donc au sein des écoles. On parle aussi de séjours vacances, donc certains étaient organisés par la ville de Cournon et d'autres ont été organisés par d'autres prestataires. Nous avions 88 jeunes, donc 15 issus du QPV qui ont pu bénéficier de ces dispositifs cet été 2024. Également les deux systèmes privilégiant aussi l'insertion des jeunes, du coup les jeunes ados dans la vie active. Il s'agit des jobs d'été. Nous avons accueilli à nouveau cette année-là 50 jeunes de 17 à 21 ans dans nos services municipaux, dont 5 issus du QPV. Et la bourse au permis a permis à 12 jeunes, dont 5 du QPV, de pouvoir bénéficier d'une aide financière pour passer le permis de conduire, dont compte des heures de citoyenneté. Et pour finir, vous avez tous pu voir que nous avions les activités, les animations très très dynamiques cet été-là en 2024, comme en 2025 d'ailleurs. Du coup, on accueillait sur les vendredis soirs sur l'espace Aritia de 17h30 à 20h différentes animations, notamment portées par nos associations. Également, en moyenne, il y avait 400 personnes qui ont pu bénéficier de ces séances gratuites. Il y a eu des séances de cinéma en plein air également, 4 séances où on pouvait voir à peu près 80 personnes en moyenne. Et enfin, nos éducateurs sportifs sont intervenus dans nos écoles à raison d'1h30 sur les 4 écoles élémentaires pour permettre à des jeunes de bénéficier de leurs compétences. Voilà. Merci. Je reprends la main pour le centre social. Centre social avec un budget de 265 000 €. Nous avons mis en place sur l'année 2024 les soirées jeunesse et les sorties en famille qui ont touché pour les soirées jeunesse, les jeudis soirs pendant les vacances, à peu près une soixantaine de jeunes entre 12 et 18 ans. Nous avons également pu amener à la découverte du territoire une soixantaine de familles avec les bus de la mairie sur orientation de nos partenaires et toujours sur le système qu'on vous avait expliqué l'année dernière du 70-30 ou sur les 30 autres pourcents de cette population, on amène des personnes âgées ou des gens qui sont inscrits au centre social mais qui n'ont pas de difficultés particulières afin de mettre en place une mixité sociale sur ces sorties. Nous avons également réussi à travailler autour des espaces du QPV, notamment avec les CMEA, sur l'occupation d'espaces publics, sur la création de mobilier sur l'été, et toujours la journée des arts et des sciences avec l'association Arts, ça c'est dans le cadre de la politique de la ville. Donc 265 000 € de budget pour centre social. Je vous rappelle que la CAF verse une subvention qui s'élève à 130 000 €, 90 000 € pour donc tout ce qui est centre social et le complément qui vient sur le volet parentalité qu'on a mis en place. Je laisse la main à M. Chioli pour la police municipale.
mais je vais la prendre. Police municipale, alors je ne suis pas vraiment un spécialiste de la police municipale, mais non, juste... L'équipe est composée de 14 agents, 10 policiers municipaux, 3 SVP et un agent d'accueil. Le commissariat se trouve place des Dômes dans le quartier prioritaire, à cette équipe s'ajoutent 2 agents en charge d'assurer la sécurité aux abords des bâtiments scolaires. Un rôle essentiellement de prévention, de sécurisation du quotidien, une prévention sur les marchés hebdomadaires, action également autour de la sécurité routière dans nos écoles. On peut souligner également le travail qui a été mis en place avec la police nationale, notamment à l'initiative d'Yves Fioli et de Monsieur le maire, pour avoir plus de synergie entre les 2 polices et avoir une force de frappe plus importante. On ne va pas vous apprendre qu'on constate une baisse des effectifs de notre commissariat année après année, et c'est encore à nous, communes, comme dans tant d'autres secteurs, de rajouter au bassinet pour pouvoir faire en sorte que les baisses de dotation de l'État ne font pas pâtir les Cournonnais et les Cournonnaises. Pour continuer sur ce volet de tranquillité publique, on a également un dispositif de médiation sociale financé à hauteur de 72 000 € par la mairie et 75 000 € par les bailleurs. Donc là, on travaille sur l'occupation des espaces publics, on travaille sur de la résolution de conflits de voisinage, également sur les sites municipaux qui sont la Maison des Citoyens, les sites de la métropole comme la médiathèque, où en cas de souci, ils n'hésitent pas à faire appel à cette équipe de médiation. Un binôme qui est présent 5 jours sur 7, 35 heures par semaine, 365 jours par an. Donc un dispositif qui est reconduit tous les ans, et nous avons voté une reconduction du contrat en place pour qu'il puisse se terminer après les élections et que l'équipe qui sera aux manettes à partir du mois de mars prochain choisira ce que doit devenir ce service. Donc ensuite, au niveau de la politique de la ville, 1850 habitants, avec la prise en compte de l'extension du périmètre au 1er janvier 2024. Donc ça concerne la boutiquerie et l'extension sur la Croix-Blanche. Donc on est pratiquement à 8%, 9% d'habitants de la ville de Cournon qui habitent sur le quartier prioritaire. Comme vous le savez, il y a des difficultés particulière sur ce périmètre-là. C'est pour ça que l'État l'a classifié en QPV. Donc nous, notre action via la politique de la ville en soutien de la métropole qui a la compétence, est de pouvoir faire en sorte de niveler les inégalités entre les habitants du quartier et les habitants des autres quartiers de la commune sur tout un tas de thématiques, que ce soit les politiques de santé, d'insertion, éducative, soutien scolaire, et sportif et sport santé. On a également mis en place une équipe via l'association API de médiatrices en santé qui vont à la rencontre des habitants et qui leur permettent en fait de se réinscrire dans un parcours de soins, notamment sur la démarche d'aller chercher un généraliste, parce qu'on s'est aperçu que c'était très très compliqué si on n'a pas d'aide. Et avant d'arriver à des cas très très graves, ça fait partie de la prévention primaire qu'on a mis en place, donc du coup en lien avec l'ARS. Soutien marqué au monde associatif, bien entendu, à hauteur de pratiquement 900 000 €, toute association confondue, qu'elle soit culturelle, sportive, sur le territoire cournonnais. Donc, vous l'avez compris, on touche à peu près 252 000 € de DSU. La mairie investit, parce que c'est de l'investissement quand on fait du lien social, à hauteur de 888 000 € sur l'ensemble des associations, 2,2 millions sur le CCAS. C'est une politique qui est active, mais c'est une politique dont on a aujourd'hui encore plus besoin, et malheureusement, au vu de la situation de notre pays, de notre commune, on se rend compte qu'il y a un écart qui se creuse entre des gens qui vivent très bien,
des catégories socio-professionnelles qui sont assez à l'aise et qui vivent bien dans Cournon, et des gens qui sont plus en difficulté. Et nous, notre rôle, en fait, c'est de pouvoir faire en sorte de leur donner les moyens d'être épanouis. On ne pourra pas, bien sûr, arriver à contenter tout le monde, mais essayer de faire en sorte que tout le monde puisse vivre dans une commune et que la politique sociale permette un certain équilibre entre les habitants et créer ce fameux lien social. Voilà. Je vous remercie. Je vous demanderai donc du coup de prendre acte de la présentation de ce rapport 2024 de présentation d'utilisation de la dotation de solidarité urbaine. Et je redonne la parole à Monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup aux nombreux intervenants. C'est une obligation en face de la DSU. Je vous rappelle que la DSU avant on touchait 400 000 euros. Hein. Puis un jour on en est sorti, peut-être même 450 000 euros, c'était il y a quelques années. Et qu'aujourd'hui on est seulement sur 250 000 euros. C'est un exercice obligatoire puisqu'il faut faire le bilan de nos actions, mais au-delà d'être un exercice obligatoire, c'est un exercice, je pense, qui est intéressant parce qu'il montre bien que les politiques publiques que l'on met en face des besoins de nos citoyens, elles fonctionnent, elles trouvent toute leur pertinence quand on regarde quelques chiffres clés comme le nombre de pourcentages qui ont le tarif le plus bas, par exemple dans les crèches ou à la restauration, même si on n'en a pas parlé. On mesure que ce que la ville de Cournon peut mettre en place correspond bien aux besoins de ses habitants et qu'il y a un inventaire plutôt large de tout ce que l'on peut faire. Alors, y a-t-il des commentaires, on prend acte simplement sur le vote, donc on prend acte que le document a bien été délivré. Si des gens veulent s'exprimer, c'est l'occasion. Monsieur Ramon ? Merci, Monsieur Orge. Il avait été demandé en commission que les chiffres de 2023 soient entre parenthèses pour être plus lisibles et significatifs. Ça avait été demandé d'ailleurs par Madame Onis. J'avais appuyé sa demande et j'ai pas vu le relevé d'information. Ok, c'était pas remonté jusqu'à moi. Du coup, on les fera passer. C'est-à-dire que vous demandez qu'à chaque fois qu'il y a le chiffre 2024 à côté, entre parenthèses, on met le chiffre 2023. C'est ça ? Ça sera fait, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences, si ce n'est au niveau du CAVL, puisque le CAVL n'existait pas dans sa forme actuelle en 2023. Donc là, voilà, vous avez les chiffres qui auront le plus évolué. Pas d'autres interventions. On prend acte. Tout le monde est d'accord. Pas d'avis contraire, pas d'abstention sur le fait qu'on a pu présenter ce document et qu'il a été débattu. Le rapport numéro 30, et après vous serez libéré, Monsieur Rebello, c'est sur le contrat territorial d'accueil et d'intégration que nous avions évoqué ici il y a quelques mois, et aujourd'hui, c'est un avenant numéro 1. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, en date du 1er octobre 2024, nous avons approuvé les termes du contrat territorial d'accueil et d'intégration que nous avons signé avec l'État. Et qui est géré par la responsable du pôle social au sein de notre CCAS. Pour rappel, le CTAI encadre et accueille des primo-arrivants qui ont signé avec l'État un contrat d'intégration républicain depuis moins de 5 ans et qui sont sur le territoire cournonnais. Nous les recevons, nous faisons le point sur leur situation, on écoute également leur parcours, souvent riche et émouvant. À ce jour, nous suivons des familles qui viennent du monde entier. Nous avons 2 familles brésiliennes, une péruvienne, une famille palestinienne, une pakistanaise, 3 ukrainiennes et une famille afghane. Nous travaillons avec eux sur la scolarisation des enfants, le lien social, l'orientation sur le CAVL, notamment avec les sorties pour sociabiliser. Nous faisons attention bien sûr aux questions de logement, de surpopulation, donc nous adaptons les logements en fonction de ces populations-là. Je rappelle que ce sont bien sûr des personnes qui sont réfugiées, mais qui ont des titres de séjour en règle et qui ont signé donc ce contrat avec l'État. Et ce CTAI nous oblige à avoir le plus d'attention possible pour faire en sorte qu'ils
soient le mieux insérés socialement et professionnellement sur notre commune. Et pour cela, nous avons donc signé cet avenant, enfin en tout cas on vous propose de le faire entre cet avenant avec les services de l'État du maire et avec le préfet M. Joël Mathurin sur l'article 1 qui est modifié comme suit. Donc ça serait l'axe 1, favoriser l'apprentissage de la langue française, et permettre l'accès aux droits, participation à la vie citoyenne. L'article 4, les modalités de versement de la contribution financière sont modifiées comme suit. L'État verse 20 000 € à la signature du présent avenant. Ça nous permet de mettre un troisième groupe d'apprentissage de la langue française avec l'association SAMA qui va débuter d'ici 2-3 semaines, le temps de pouvoir trouver des salles et de se mettre de pouvoir orienter les personnes. Donc voilà un dispositif qui est particulièrement intéressant parce que sans cela on ne saurait pas vraiment qui sont ces gens. Souvent ils sont sur de l'intermédiation locative, donc on n'a pas nous trace de leur habitat en tant que tel parce que ce sont les associations qui les suivent qui sont porteurs du bail, donc on voit le nom de l'association mais on ne connaît pas la composition de la famille, on ne connaît pas leurs besoins. Donc là on rentre vraiment dans l'intime, mais c'est des travailleurs sociaux qui s'occupent de ça et qui ont toute la compétence pour pouvoir co-construire des parcours citoyens. Donc voilà. Je vous demanderai donc d'accepter de bien vouloir autoriser le maire à signer cet avenant. Merci, c'était l'occasion aussi de faire un peu un bilan d'étape sur ce nouveau dispositif. On était une des premières villes à le signer, mais depuis quelques villes nous ont rattrapés, enfin nous ont rejoints plutôt, puisqu'on sait que c'est des dispositifs qui sont essentiels pour une certaine population et ça ne vient pas à la place d'autres dispositifs, ça vient en complémentarité d'autres dispositifs qui sont eux ciblés pour d'autres types de populations. Alors y a-t-il des commentaires sur des questions? Monsieur Ramon? Merci. Effectivement, l'année dernière, nous avions débattu sur ce contrat qui avait connu très peu de succès dans le Puy-de-Dôme parce que seules les villes de Clermont et de Thiers l'avaient signé. Pourquoi ce contrat? Il a été créé en 2019 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Castaner, ancien socialiste, pour répondre à l'immigration croissante en France. Les Portugais, les Espagnols, les Italiens, les Polonais, qui sont venus à partir des années 1970, n'ont pas eu cette chance. Et puis j'ai retrouvé 2 déclarations. En janvier 1981, le secrétaire général d'un parti politique prononçait la phrase suivante lors d'un discours: « Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine ». C'était Georges Marchais, Parti communiste. En 1989, dans l'émission 7 à 7, le Premier ministre de l'époque disait « Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde ». C'était Michel Rocard, Parti socialiste. Je vous laisse méditer sur ces 2 phrases de vos anciens camarades. Merci. Je voulais vous couper, je ne le fais jamais, mais Michel Rocard a dit ça, mais il a dit mais la France doit prendre toute sa place dans cette aide. Voilà, il faut citer la phrase en entier, tant qu'à faire. Il l'a répété 2 fois. Excusez-moi, non? Ah, vous finissez sur Rocard? Ah, bah, c'est plutôt... c'est très bien. Au moins, cette délibération, elle permet... Je vous redonne la parole. Allez-y, monsieur Robello, pardon. Excusez-moi. Non, juste avant, pour faire un petit point d'étape, peut-être une redite, mais alors vous êtes dans votre rôle, c'est la droite dure, on fait peur, on envoie du lourd, ça fait plaisir à tout le monde. Je suppose que vous repartagez les vidéos de Vincent Lapierre et toute cette propagande qui est en train d'être faite sur Clermont-Ferrand et ces dérives qui sont portées par cette droite dure et cette extrême droite. Moi, ce que je vois dans ce dispositif, c'est des rencontres et c'est des parcours. Vous parlez ici, vous avez une tribune, et c'est logique, vous êtes dans l'opposition, vous dites ce que vous avez à dire. Nous, on est dans le réel, et on suit ces familles au quotidien, on écoute ce qu'elles ont à nous dire, et je peux vous dire que quand on entend des réfugiés politiques, dans tout la noblesse de ce que ça veut dire,
réfugié politique. C'est-à-dire je pars de mon pays parce que politiquement je suis persécuté. Hein, que j'ai une situation plus que stable. Mais quand je vous dis plus que stable, c'est vraiment une belle situation. Mais que du jour au lendemain, parce qu'il y a un changement de régime, je dois prendre mes clics et mes claques, déscolariser les gamins, laisser les oncles et les tantes et fuir avec le peu de bijoux de madame et arriver dans un pays étranger sans connaître personne, c'est plus compliqué de tenir le style de propos que vous tenez après. Sincèrement. Monsieur Métria. Oui. Non, c'est juste pour rappeler quelques éléments parce qu'en fait, on oublie un paramètre quand même, c'est qu'on met en place une politique là qui est pour des gens qui sont en situation régulière, c'est-à-dire des gens qui ont fait une demande, qui ont été acceptés par l'État français pour être sur ce territoire et être intégrés à ce territoire. Je vous rappelle quand même que vous dites que les Portugais de l'époque, enfin tous les Italiens, tout ça n'ont pas subi. Moi, je suis content que la France soit améliorée dans l'accueil des étrangers en situation régulière. C'est la preuve qu'en fait, on est capable. Mais surtout, c'est de se dire quand même que cette richesse de la France, justement, elle vient qu'il y ait des Portugais qui sont venus, des Italiens, des Espagnols, enfin tout un tas de pays du monde. C'est ce qui fait la richesse de ce pays, c'est qu'en fait, il est ouvert à toutes les cultures et à tous les étrangers. J'espère, moi, que le jour où des Français, parce qu'il y en a certainement, sont amenés à partir dans des pays étrangers, européens, non européens, à l'autre bout de la Terre, soient aussi bien accueillis. Et j'espère aussi que ces pays-là accueilleront les Français de manière aussi intéressante et aussi accueillante, parce qu'ils ont envie de vivre au Brésil, ils ont envie de vivre en Afrique du Sud, ils ont peut-être vivre en Tunisie, n'importe où, peu importe. J'espère que cette chose-là existe dans ces pays-là, et je trouve grand que la France, au moins sur les gens qui sont en situation régulière, ça veut dire les étrangers en situation régulière, soient accueillis convenablement et puissent intégrer justement cette communauté qui est la France et la République française, quoi. Donc voilà, on peut toujours dire qu'il y a trop d'immigrés, mais ceux-là, tout ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en situation régulière et l'État français leur donne l'opportunité de venir et s'intégrer à notre pays et de l'enrichir. D'autres commentaires? Madame Perrin. Non, très rapide. Monsieur Armand n'a pas dit que simplement qu'il y avait trop d'immigrés. Il a encore une fois de plus tenté d'opposer. Il y avait les immigrés qui venaient d'Italie, d'Espagne. Tiens, à eux, on leur a pas proposé ça. Et à ceux-là, ceux qui viennent, j'ai entendu Palestine, ah ben on leur propose. Je trouve ça dommage, Monsieur Ramon, que vous restiez dans ce discours presque haineux d'opposer les populations. Monsieur Ramon, je conclurai après. Madame Perrin, je ne signe pas de pétition pour soutenir certaines personnes qui sont passées au tribunal. Vous voyez qui je veux dire. Je suis pas sûr qu'il parlait de celui. Bien. Alors. C'est vrai. Oui, tu as un nom qui ressemble en tout cas. Tout le monde a pu s'exprimer. Du coup, ah non, Monsieur Bournel, pardon. Non, juste on ne va pas se lancer dans un grand débat sur l'immigration. Je pense que la période est peu propice à la solennité et à la mesure que cette thématique devrait engendrer. Simplement rappeler à M. Ramon que, sauf erreur de notre part, c'est pas un régime étatique de gauchos qui nous accorde 20 000 euros pour aider ce genre de personnes. Voilà, tout simplement. Et quelles que soient les tendances politiques qui se succèdent, ça pose pas de problème qu'on puisse accueillir de manière noble, ça fait la grandeur de la France, des personnes qui sont dans le désarroi qu'on connaît. Je ne reprendrai pas ce qu'a dit M. Rebello. Quand vous êtes confronté, quand vous lisez ce que vous lisez, quand vous êtes confronté à ce que ces gens-là ont vécu, voilà, je pense qu'on peut être fier de les accueillir. Et puis peut-être que, je vous l'ai déjà dit, M. Ramon, peut-être que dans 10 ans, je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez besoin d'un bon cardiologue, vous serez peut-être content d'avoir une de personnes qui sont actuellement sur notre territoire. Très bien, merci beaucoup. Donc, comme le disait Michel Rocard, la France doit prendre toute sa place dans l'accueil de cette misère, je crois qu'il disait. Donc, on va le faire. Et je note que M. Retailleau n'a pas supprimé ce dispositif. Donc, même la droite de M. Retailleau considère que ça peut avoir un intérêt. Mais c'est bien d'avoir des clivages politiques, parce que dans les temps à venir, chacun pourra montrer ou marquer sa différence et ses références à des valeurs qui ne sont peut-être pas toutes partagées autour de cette table. Alors, on doit passer au vote sur l'avenant. Donc, y a-t-il des avis contraires? Ok, ne prennent pas part au vote. Donc, vous êtes 4 à ne pas
prendre part au vote. Y a-t-il des abstentions? C'est adopté, donc à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, on va reprendre le début de notre diapo. Et là, j'ai trouvé le système, c'est quand même mieux comme ça. Et donc, c'est la ville vivante. Et on commence par des subventions exceptionnelles. Et c'est donc Madame Alexandre, je vous laisse la parole pour ce rapport numéro 1. Merci, Monsieur le maire. Alors, vous savez qu'on aide les projets qui sont faits dans cette ville, que les associations portent. Et là, on va parler d'un projet qu'ont porté les jeunes Cournonais, cette association de jeunes qui fait des choses pour les jeunes et qui, de mieux que des jeunes, peut parler aux jeunes. Ils ont une grande volonté d'animation sur le territoire et on les en remercie. Alors, ils ont organisé un main stage au mois de mai qui a regroupé environ 2000 personnes, qui a donc eu un grand succès. Et donc, dans ce cadre-là, ils nous avaient demandé une subvention. Et vous savez que les subventions sont versées une fois la manifestation faite. Et donc, on se propose de leur mettre un montant de subvention exceptionnelle de 500 €. Des commentaires, des questions? Ça a été vu en commission, je suppose. Bien sûr. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. On peut les féliciter pour... alors, moi, je dis pas main stage. C'était pas... C'est un main stage. Ah bon, d'accord. Ça doit exister en français, en tout cas, pour la réussite de ce projet, de cette manifestation qui a réuni beaucoup de Cournonais et plus que ça. Le rapport numéro 2, c'est toujours vous, Madame Alexandre, sur le Bar des Sciences. Là, il s'agit du Bar des Sciences. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Bar des Sciences. C'est une association qui, depuis 25 ans, est sur le territoire cournonnais, puisqu'elle elle propose des soirées les mardis soirs une fois par mois. Ça se passe à la Baie des Singes et c'est de la divulgation scientifique de toutes les sciences. Moi, je n'ai pas l'occasion d'y aller souvent parce qu'on est souvent en bureau municipal sur ces horaires-là, mais en tout cas, j'en ai fait quelques-uns et c'est vraiment d'un grand intérêt scientifique et ça permet de faire intervenir des gens des universités clermontoises, mais aussi des professionnels autour des sciences. Moi, j'ai vu sur le nucléaire, j'ai vu sur les arbres et c'est toujours d'une grande force et ça permet au plus grand nombre d'entre nous de pouvoir apprendre des choses parce que c'est toujours intéressant d'aller plus loin et à l'heure où les sciences sont malmenées dans le monde, ne serait-ce qu'aux États-Unis, eh bien je trouve que c'est intéressant de poursuivre avec eux et de les accompagner dans cet effort pour la connaissance qui sont les piliers, les sciences sont les piliers pour vaincre et faire un rempart à l'obscurantisme. Donc je vous propose qu'on leur apporte une aide de 800 € pour continuer à faire cet effort scientifique sur Cournon. Je vous remercie. Merci beaucoup. Des questions? Je pense que c'est une très bonne chose. La métropole aussi a versé une subvention, je crois, de 1 000 €. Oui. C'est pas pour payer qui que ce soit, c'est simplement pour que ça puisse fonctionner. Pas de souci, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Merci Madame Alexandre. Pour le rapport numéro 3, c'est encore vous. Donc c'est des subventions exceptionnelles à diverses associations dans le cadre des animations activités. Alors c'est Monsieur Tournade peut-être. C'est Christian qui va nous faire il est activité. Merci Monsieur le maire. Donc cet été, la ville a organisé, comme chaque année, la 14e édition des activités. Ainsi, tous les mardis et vendredis de 17h30 à 20h, de nombreuses animations ont permis aux enfants et adolescents cournonnais de découvrir et de pratiquer différentes activités sportives et culturelles. Et pour le bon déroulement de celles-ci, les associations locales sont mobilisées, et notamment sportives. Je vous propose donc que la commune de Cournon verse une subvention exceptionnelle d'un montant total de 2 700 € aux associations qui se sont impliquées cet été afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celles-ci. En détail, 500 € pour le Vélo Club Cournon d'Auvergne, 400 € pour le trampoline, le twirling, le roller, le BMX et les papy pétanqueurs et 200 € pour Étincelle et compagnie. Je rappelle que les associations qui sont liées par convention d'objectifs avec la commune ne sont pas accompagnées financièrement dans ce cadre. Et j'en profite, puisque l'occasion m'est donnée, de remercier l'ensemble des associations qui se sont impliquées cet été, mais également lors de la fête du sport, et qui participent activement à l'animation de la ville et à l'épanouissement de l'ensemble des pratiquants.
Je rappelle enfin que la ville a été renouvelée dans son label Ville active et sportive, et notamment grâce à ce type d'animation. Je vous invite donc à approuver le versement de ces subventions exceptionnelles à ces 7 associations cournonaises et pour permettre de contribuer financièrement aux frais engagés par celles-ci dans le cadre des activités 2025. Merci beaucoup, Monsieur Tournade. C'est un accord gagnant-gagnant. Et puis ça permet aussi aux associations, en plus d'être un peu indemnisées, de se faire connaître. Et ça permet à la population de découvrir ces sports en amont même de la fête du sport qui a été encore un grand succès cette année. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Monsieur Zimiak étant membre du bureau d'une association, je vous demande de ne pas participer au vote. Voilà. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Zimiak ne participe pas au vote. Rapport numéro 4, c'est toujours vous, Monsieur Tournade, pour une subvention exceptionnelle à une association qui a fait une belle manifestation. Tout à fait. Dimanche dernier. Donc une subvention exceptionnelle de 500 € pour l'association Invincible, afin de contribuer financièrement aux frais engagés par celle-ci pour l'achat de matériel nécessaire et la fabrication de structures de 12 pistes de tir exigées par la Ligue de fléchettes. Donc compétition qui s'est tenue le 20 et 21 septembre dernier à la salle polyvalente. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais cette compétition a été un grand succès et a réuni pas loin de 300 participants qui ont apprécié l'accueil de Cournon et notamment les facilités d'hébergement, en particulier avec le camping. Et rendez-vous est déjà pris pour d'autres manifestations, voire même une organisation nationale avec 60 cibles. Donc je vous invite à approuver le versement de la subvention exceptionnelle de 500 € à l'association Invincible pour la contribution financière aux frais engagés par celle-ci pour l'achat de matériel. Merci beaucoup. Ils ont fait notamment des constructions pour que les cibles soient posées. Et il y avait des champions de France, voire même des gens qui ont participé au championnat d'Europe. C'était vraiment très intéressant. Des questions? Pas de questions, des avis contraires, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. C'est de nouveau, c'est les Archers de Cournon, Monsieur Tournade, voilà. C'est vous? C'est une nouvelle association. Il manquait plus que cette association. C'est ça. Je crois. Une nouvelle association le panel complet. Qui va améliorer l'offre sportive de notre ville avec l'arrivée d'une association qui s'appelle les Archers de Cournon d'Auvergne. Et donc, je vous invite à verser une subvention exceptionnelle de 1 000 € à cette association afin de contribuer financièrement à son installation, notamment l'achat de pupitres, de cibles et de protection nécessaires au démarrage de son activité. Très bien, donc cette association devrait commencer ou a commencé vers les locaux du Boulodrome. C'est cela. Il faut de la distance, de la sécurité. C'est donc en accord avec tous les participants. Pas de souci. Donc c'était le dernier sport, je crois, qui manquait. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 6, c'est vous, Madame Alexandre, sur une subvention exceptionnelle aux pompiers. Oui. Oui, on va parler maintenant des pompiers, de l'amicale des sapeurs-pompiers, plus exactement, qui est très active chez nous et qui notamment tient des buvettes. Et donc, ils avaient besoin d'investir pour un frigo, pour être encore plus performants. Et donc, nous allons, alors un frigo très très cher, qui est autour de presque 10 000 €, mais nous allons les aider avec une subvention exceptionnelle, si vous le permettez, pour un montant de 500 €. Voilà. Merci l'amicale des pompiers qui nous aide beaucoup l'été sur les jeudis du plan d'eau, avec qui nous avons une coopération là aussi gagnant-gagnant. Des questions? Monsieur Ramon? C'est vrai que la dépense est de 9 800 et vous donnez 5% de la dépense. Nous proposons de la relever à 1 500 €, soit 15%. Dans la subvention qui suit, vous octroyez 33% de la dépense. Il vaut mieux jouer au tarot qu'être pompier à Cournon. Écoutez, je suis sûre qu'ils entendent ça avec beaucoup de bonheur. C'est quelque chose que nous avons vu avec eux. Ils ne voulaient pas forcément plus. Ils sont très présents sur Cournon, c'est vrai. Nous les aidons aussi par ailleurs pour d'autres événements. Les événements dont je faisais
dont je faisais part pour les jeudis du plan d'eau sont une source de recettes très très importante et qui leur permet à juste titre d'organiser des voyages, des manifestations. Et donc là, ça vient en complément simplement de fonds qu'ils ont déjà. Vous savez, moi je suis garant quand même du bon usage de l'argent public, donc dès que je peux, on essaye de trouver des sommes adaptées aux situations. Puis c'est vrai que, comme le dit Madame Perrin, ils peuvent demander au département. On verra si le département leur donne quelque chose. Ils l'ont peut-être fait. J'entends... Alors attendez, Madame Nierga, puis après vous, Monsieur Ramon, ça vous va? Oui, et juste en complément, préciser donc sur la manifestation des jeudis du plan d'eau, et effectivement ils nous soutiennent énormément, de grands frigos sont mis à disposition, donc les frigos de la buvette terrasse, pour les accompagner dans leur buvette. Ok. Monsieur Ramon? J'ai pas entendu votre intervention, excusez-moi, vous pouvez la répéter? Moi, ce que j'ai dit? Oui, j'ai pas entendu. Ah bon, j'avais pas mis le micro? Si. Il y a une blague ou c'est... Non, c'est sérieux? Je disais que les manifestations dont je faisais état, qui étaient les jeudis du plan d'eau, étaient une source de recettes et de financement très importante pour l'amicale des sapeurs-pompiers, qui leur permettait de faire des manifestations conviviales entre eux et aussi un voyage. Je crois qu'ils doivent faire un voyage tous les 2 ans. Et que les 500 € pour l'achat de ce camion étaient un complément sur des fonds propres qu'ils avaient déjà, et que j'espérais qu'ils aient sollicité des aides ailleurs, et notamment au département. J'ai dû dire ça à quelques mots près. Pas d'autres... C'est bon? Allez, on passe au vote. Des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Ah pardon, Madame Pétis ne prend pas part au vote, j'ai oublié de le dire, puisqu'elle est très impliquée dans cette association. Et ouais, mais c'est ceux de Cournon. Toi aussi? Bon alors, ok. Madame Ruiz aussi. Alors, justement, le tarot maintenant, le rapport numéro 7. Et ça, c'est Didier Zimniac. Ouais, donc il s'agit d'une subvention exceptionnelle, comme vous l'avez dit, de 600 €, qui est un peu conséquente, effectivement. Mais c'est une petite association qui n'a pas les mêmes moyens que d'autres associations qui peuvent avoir des subventions par ailleurs. Et donc, du coup, il s'agit aussi d'une association, donc c'est le Tarot Club de Cournon-Bordalier, qui intègre dans ses activités les collèges, les 2 collèges, et qui emmène des élèves à des championnats de France de tarot. Et en général, donc, effectivement, c'est très, très, très intéressant pour les élèves. Ces déplacements, c'est des déplacements qui coûtent cher. Il y a le voyage, il y a l'hébergement, il y a les déplacements, les repas. Il y en a pour 1816 €. Alors, c'est vrai que les collégiens, ils ne peuvent pas forcément participer à la hauteur du coût. Et donc, ce n'est pas la première fois. Et donc, on a toujours soutenu ces activités qui sont rayonnantes et qui donnent aussi des très bons résultats et qui encouragent les établissements scolaires de Cournon. Et donc, on vous demande de bien vouloir leur attribuer une subvention exceptionnelle de 600 €. Ils se sont déroulés à Bénat, donc c'est en Corrèze, du 28 mai au 1er juin. Merci. Des questions? Pas de questions. Je suis passé à leur compétition, c'était intéressant. Pas de souci, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Nous changeons de commission et c'est la ville durable et redessinée. Monsieur Métria pour le rapport numéro 8 sur des déclassements, c'est technique ce soir, hein. Déclassement par la commune de Cournon-Domaine d'une partie du domaine public. Merci, Monsieur le maire. Oui, en effet, il y aura plusieurs délibérations, mais c'est essentiellement des délibérations qui concernent du foncier. Donc la première, il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait donné un avis favorable sur la désaffectation de 2 petits bouts de parcelles de l'espace public sur le projet Cœur de Ville. Et donc la métropole a délibéré le 28 juillet 2025 pour désaffecter ces 2 emprises foncières. Donc il y en a une de 2 mètres carrés. Donc, je ne sais pas si on la voit, là, c'est la petite rouge là, qui est en haut, là, qui fait 2 mètres carrés, la BX 534. Et il y en a une deuxième qui fait, alors après si on avance, peut-être qu'il y a le deuxième plan, je ne sais pas, ouais. Il y a un plus, je sais pas s'il y a un non, il n'y a pas de deuxième plan. Bon, après, vous l'aviez reçu. C'est le long d'un bâtiment. Là, ça fait 10 mètres carrés. C'est pour un alignement des 2 bâtiments. Et donc, du coup, maintenant que ça a été désaffecté, il demande au conseil municipal aujourd'hui de délibérer pour donner un avis favorable sur le déclassement de ces 2 petites parcelles du domaine public afin de pouvoir les céder. Merci, c'est des corrections en fait toutes simples. Y a-t-il des questions?
Pas de questions, des avis contraires, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 9, c'est aussi un constat de désaffection, ce coup-là. Alors là, vous allez avoir deux qui sont à peu près les mêmes. C'est un constat de désaffectation de fait, ce qu'on appelle, d'un chemin rural qui se situe vers l'usine et l'évalatoire. Donc, je ne sais pas si on le voit sur la photo, si on le voit, il est en vert, là, vous voyez. Donc, c'est un chemin qui fait une longueur de 250 mètres linéaires, qui n'est plus emprunté par les usagers et qui est envahi même par la végétation sur une longueur de 170 mètres carrés. Du coup, la Clermont-Auvergne Métropole a une propriété privée en face, donc un grand champ sur lequel elle veut installer des panneaux photovoltaïques pour alimenter l'usine élévatoire. La contrainte qu'ils ont, c'est que Enedis, pour qu'ils puissent installer ces panneaux solaires, leur demande une continuité foncière entre leur parcelle de consommation et la parcelle de production. Donc, ils nous demandent d'acheter ce chemin. Donc, aujourd'hui, il est demandé de constater de fait que ce chemin n'a plus d'usage rural. Et par contre, comme il dessert des parcelles privées, il conviendra aussi de préalablement à la cession de ce chemin de constater, afin de constater cette désaffectation, de prévoir une servitude de passage. Et puis, comme c'est un chemin rural, il y aura la réalisation d'une enquête publique. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai juste demandé de constater la désaffectation de fait et d'organiser l'enquête publique. Pardon. Très bien. L'enquête publique pour un chemin qui n'existe plus, mais bon, voilà. C'est la loi, il faut le faire. Et les panneaux photovoltaïques, je crois que c'est sur ce terrain-là. Là. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a comme vous voyez ici, c'est la métropole, c'est l'usine. Ils ont besoin de passer par-dessus ce chemin qui, de fait, n'existe plus. Des questions, Monsieur Ramon? Comme vous l'avez très bien dit, enfin, vous ne l'avez pas dit, mais c'était marqué sur la commission, ce chemin n'est plus entretenu par la commune. Vous auriez pu rajouter ni ces rues, ni ces ANU, dont la liste ne tiendrait pas sur une page. Vous allez nous répondre que la voirie dépend de la métropole, mais vous êtes 5 élus majoritaires à la métropole. Alors, cette désaffectation est faite pour permettre à la métropole de créer un champ photovoltaïque. Donc, c'est une artificialisation des sols et une pollution visuelle, contraire à l'écologie. D'autre part, vous l'avez souligné, les propriétaires des parcelles plus loin, qui n'avaient que ce seul chemin pour y accéder, auront la contrainte du droit de passage. Ils deviendront de fait fonds dominants, la métropole devenant par la cession fonds servant. Ces propriétaires seront tenus d'entretenir le chemin si la métropole ne le fait pas. C'est la règle entre le dominant et le servant. Je vous cite un autre chemin que vous avez laissé à l'abandon, j'en profite. Il faudra bientôt un quad pour y accéder, c'est le chemin de Chirol. Je ne sais pas si vous savez où il se situe, mais je vous le dis au passage. Donc nous voterons contre, pour ces deux raisons, contre cette délibération, et la suivante d'ailleurs. Très bien, pas de commentaires, pas de questions. Je vous soumets aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Donc 4. Des abstentions, c'est adopté. Le rapport numéro 10, c'est la même chose, c'est un chemin rural. C'est ça, le chemin rural qui s'appelle le 6, qui est sur le lieu de Gandalère, qui appartient au domaine privé de la commune de Collonges-Auvergne. Donc voilà, ce chemin est fait de 230 mètres linéaires. Il n'est plus emprunté par des usagers, ce qui fait qu'au cours du temps, la végétation est devenue envahissante. Et c'est vrai, comme il n'y a pas d'usage particulier, à part les agriculteurs qui sont autour, ce chemin, comme vous pouvez le dire, est resté à l'abandon. Mais en fait, il y a plein d'espaces qui, c'est pas qu'ils sont laissés à l'abandon, mais comme il n'y a plus d'usage, plus personne n'y passe et plus personne, au bout d'un moment, les années passant, ainsi de suite, tout le monde oublie, même des fois, peut-être les services ou quoi que ce soit, que ces chemins existent. Tout ce qu'il y a de sûr, c'est que ce chemin, il n'a plus d'usage particulier. Et donc, il est proposé de constater sa désaffectation de fait afin de le céder après enquête publique. Et on va le céder puisque la personne qui nous sollicite justement pour constater ça, cette désaffection de fait, c'est un des agriculteurs qui cultive à côté et qui lui permettrait de pouvoir avoir une liaison plus facile entre ces parcelles de chaque côté de ce chemin virtuel. Très bien, pas de questions. Donc
4 avis contraires, des abstentions, c'est adopté. Le rapport numéro 11, toujours des désaffectations. C'est le mot à la mode ce soir, là. Là, on est sur le quartier des Toulets. Donc, en fait, l'Office du Puy-de-Dôme, qui est propriétaire de quelques immeubles, de plusieurs immeubles dans le secteur des Toulets, envisage à court terme de vendre une résidence, entre autres, enfin, des appartements dans une résidence qui se situe au 6 rue Pierre Mendès France, sur la parcelle cadastrée BC 108. Dans ce cadre-là, il est nécessaire de faire une régularisation foncière, puisqu'il y a une petite erreur cadastrale qui fait qu'il y a une partie de leur bâtiment qui est sur une parcelle du chemin des Toulets de 11 mètres carrés. Donc voilà, donc il est prévu de constater la désaffectation de l'espace public afin de pouvoir la déclasser, de la céder à l'opérateur après. Donc vous avez le petit triangle là qui fait qu'il y a une adéquation cadastrale qu'il faut régulariser. C'est une régularisation là aussi. Des questions, des commentaires? Pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Votre micro est allumé, monsieur Ramon. Pardon. Le rapport numéro 12, une régularisation encore. Oui, c'est la même chose. C'est toujours dans le quartier des Toulets. Comme je disais, l'Office envisage de céder des appartements de son patrimoine. Donc là, c'est sur la résidence qui est rue Elsa Triolet, une résidence qui est qui est aux 2 rues de Pablo Neruda, et une résidence qui est au 6 rue Pierre Mendès France. Voilà. Donc juste pour rappel, parce qu'en fait, toutes ces régulations avec l'Office, c'est parce qu'en fait, à l'époque, il y a très très longtemps, quand ce quartier s'est construit, c'était une ZAC, et c'était une ZAC qui était portée par l'Office et qui a géré entièrement de la ZAC, après qui a fait des rétrocessions d'espace public et tout ça. Et c'est vrai que des fois, il y a des petites erreurs qui sont glissées, et donc là, il convient pareil de régulariser quelques petites emprises foncières. Donc elles sont prévues cette fois à titre gratuit et par voie d'échange, puisqu'elles concernent que des petits bouts, et donc ça sera un petit peu plus simple pour cette régularisation. Donc il est prévu qu'une cession par l'Office de la parcelle cadastrée AZ209 d'une surface de 20 mètres carrés à la commune, correspondant à l'empiètement du chemin piéton et des lampadaires sur la propriété de l'Office. Donc il y a une partie du chemin piéton qui est aujourd'hui le chemin piéton plus les lampadaires de l'espace public qui sont sur leur parcelle. Après, il est prévu sur la parcelle cadastrée AZ211 d'une superficie de 11 mètres carrés de la céder à l'Office, parce qu'ils ont un bout de leur bâtiment qui se trouve sur le chemin des Toulets, ici en bout de chemin des Toulets. Après, il y a un autre petit bout qui est la cession par la commune de la parcelle AZ213 d'une superficie de 145 mètres carrés. C'est surtout un immense linéaire qui correspond, quand vous êtes en face du lycée, en fait, ça correspond à l'emprise au sol de la haie qui borde les haies des logements, qui font partie des logements et qui sont en fait a priori sur de l'espace public. Et de plus, la constitution d'une servitude de passage, c'est un passage qui existe, mais il n'y avait jamais eu contracté physiquement une servitude de passage pour continuer à relier le cheminement piéton entre l'avenue Jules Ferry et la rue Elsa Triolet. Voilà. Bien, merci. C'est un peu, pour ceux qui suivent, ça doit être un peu compliqué, mais voilà, c'est des régularisations. Il n'y a pas de souci, c'est très technique. Des questions, des commentaires? Madame Faure, vous voulez parler de... Allez-y. Alors, le commentaire que je vais faire ne porte pas sur les délibérations en question, mais on peut quand même s'interroger sur le fait que des bailleurs sociaux doivent se séparer de leur patrimoine pour pouvoir continuer à financer d'autres projets. Et ça a été introduit, je crois, par M. Macron, je crois. Les contraintes financières qui pèsent aujourd'hui sur les bailleurs font que pour investir, il faut qu'ils cèdent une partie de leur patrimoine. Je les rencontre une fois par an pour faire le point avec eux, et j'essaye de modérer et de cibler les endroits où ça peut aussi quelquefois avoir de l'intérêt pour les gens qui habitent depuis longtemps et qui peuvent du coup se rendre propriétaires. Il y a tout un ordre, on le propose d'abord aux gens qui habitent, après aux voisins s'ils ne veulent pas, et personne n'est mis dehors dans ces situations. Ça peut durer des années, je préfère le dire quand même, mais c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on en soit à faire de la mécanique financière pour pouvoir continuer à investir au niveau des bailleurs sociaux. J'en suis d'accord. Pas d'autres commentaires?
Je soumets au vote des avis contraires, des abstentions. C'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 13, maintenant, c'est une cession. Oui, c'est la cession d'un petit bout de parcelle qui fait partie du domaine privé de la commune. Donc il arrive parfois que certains de nos concitoyens constatent qu'à côté de chez eux, il y a un petit bout de délaissé ou un bout de parcelle publique ou quoi que ce soit, et qu'ils aient un intérêt à l'acheter ou à nous demander à leur vendre. Là, donc c'est le cas pour monsieur Grégory Roche et madame Gaëlle Contentin, qui souhaitent acquérir une partie de la parcelle ZS 94. Donc c'est une partie parce qu'en fait la ZS 74, en fait, si vous la voyez, c'est l'entièreté, c'est le chemin entier qui part de là et qui vient jusqu'en bas. Et donc il y a ce petit renflement qui faisait partie du chemin, et donc il nous demande de l'acquérir. Donc il a été, on a saisi les domaines pour avoir une estimation, et les domaines nous ont donné comme estimation un prix de 40 € le mètre carré sur un total, donc ça donne un total de 3 680 €. Estimation de domaine du 27 juin 2025. Donc comme cette vente ne change en rien, on va dire, le cheminement sur ce chemin piéton, donc il est proposé de céder à ces deux personnes cette petite parcelle de 92 mètres carrés qui est concomitante à leur habitation. Très bien, des questions? On fait fréquemment dans l'année, pas de souci, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 14, c'est le dernier pour votre commission, me semble-t-il. C'est quelque chose d'intéressant d'ailleurs. Alors du coup, c'est une convention d'occupation temporaire avec Clermont-Auvergne Métropole pour la création d'un belvédère sur le site du Puy de Bade. Donc pour rappel, le conseil départemental, en partenariat avec 14 EPCI du Puy-de-Dôme, souhaite créer un réseau de belvédères offrant des points de vue sur la chaîne des Puys, faille de Limagne, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour ce fait, ils ont cherché des lieux, ils se sont rapprochés de Clermont-Auvergne Métropole, et après avoir travaillé avec eux, concerté, discuté, visité, ils ont proposé de créer 2 belvédères sur le territoire de Clermont-Auvergne Métropole, dont un sur la commune de Cournon d'Auvergne, puisque le Puy de Bade étant en face du Puy-de-Dôme, il offre une perspective et une vue intéressante sur la chaîne des Puys, qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, et également si on y monte au sommet, on peut avoir une vue à 360 et voir de l'autre côté tout le Val d'Allier. Donc aussi Clermont-Auvergne Métropole après donc du coup a établi un partenariat avec l'école d'architecture pour travailler sur ces belvédères. Voilà. Et donc du coup il a été proposé de créer sur la commune de Cournon d'Auvergne, à l'endroit qui est matérialisé en rouge, un aménagement modulaire d'environ 19 mètres carrés sous la forme d'une jetée en bois. Donc c'est juste un patelage bois, une jetée sur laquelle le promeneur pourra marcher et s'asseoir et regarder comme s'il regardait à travers un écran ou un paysage sur la chaîne des Puys. Voilà, donc ça c'est les modalités de la convention. Donc cette convention, c'est une occupation temporaire pour construire ce belvédère qui est exclusivement en bois pour une durée de 12 ans et c'est consenti à titre gratuit. Et Clermont-Auvergne Métropole prendra en charge les frais liés à ces travaux ainsi qu'à l'entretien de l'ouvrage pour la durée de la convention et devra restituer au bout de 12 ans la parcelle dans son état d'origine. Voilà. Merci, c'est un travail conjoint entre le département, la métropole et la ville. Et on peut être fier et satisfait que la ville de Cournon soit retenue dans le cadre de ce dispositif des belvédères. C'est vrai que là-haut, vous avez une très jolie vue sur la chaîne des Puys. Allez-y, monsieur. Est-ce qu'on a une idée de la hauteur du belvédère ou... J'espère pas trop, pour pas qu'on le voit de trop loin quand même. En fait, il n'y a pas la photo, mais l'esquisse mais en juin, il y avait des espèces de petits dessins. En fait, pour vous situer, c'est vraiment un patelage bois. Il n'y a aucune hauteur. Puisqu'en fait, c'est vraiment un promontoire, une jetée. Voilà, comme diraient les architectes qui ont dessiné le truc. C'est sympa. C'est une jetée c'est la nature, c'est de matérialiser un endroit où à partir de cet endroit-là, quand je suis sur cette jetée, c'est comme si symboliquement en face de moi et de la végétation, j'avais un paysage à regarder. Donc c'est à amener les gens jusque-là. Je vous retranscris à peu près le discours des élèves d'architecture qui ont porté ce projet. C'est d'amener les gens à cet endroit-là, marcher sur cette jetée, et j'arrive au bout de la jetée, et au bout de la jetée, je vois... voilà. Mais en fait, elle a très peu de hauteur, on la verra presque pas au CRS à ras du sol. J'ai un peu du mal à comprendre le concept, mais bon, c'est une vision intellectuelle des choses, mais voilà, il suffit d'aller là-bas, de regarder, et à mon avis, même sans FT, on a exactement le même résultat, mais voilà. Vous n'aurez pas les pieds mouillés.
Vous serez sur... Voilà. Après, il y aura un petit peu de signalétique pour expliquer ce qu'on voit et ainsi de suite et tout ça, quoi. Voilà. Après, il faudra qu'on soit attentif à l'entretien de tout ça. Hein. Je ne sais pas si dans la convention... Ah, c'est la métropole qui le fait. Bon, il faudra qu'on soit encore plus attentif, alors. Très bien. Bon, d'autres questions? Je ne sais pas quels sont les délais, là. Quelqu'un sait les délais de l'installation de ce... Dans l'année de quelle année? Dans l'année 2026? Très bien. Ben, j'espère qu'on s'y retrouvera nombreux pour l'inauguration. D'autres commentaires? Des avis contraires? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. On invitera tous les élus qui étaient là pour voter pour cette délibération quand même. Hein. Il faudrait y penser. Alors le rapport numéro 15, c'est pour moi... c'est la suite donc d'une délibération qu'on avait prise en février 2025, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le cadre du projet Inspire, le SMTC et la métropole ont mis en place une commission d'indemnisation pour les commerces qui auraient subi des baisses de leur chiffre d'affaires importantes pendant les travaux d'Inspire. Et comme nous avions mené aussi, comme vous le savez, des travaux sur la place de la République qui n'étaient pas pris dans ce cadre-là, on avait délibéré pour proposer la création d'une commission, d'une indemnisation et d'une commission qui allait étudier les différentes situations. Donc là, vous avez le périmètre qui avait été retenu, vous voyez qu'il y a un périmètre quand même qui était suffisamment long, puisque de l'autre côté, ici, vous êtes sur le cœur de ville et c'était la commission d'indemnisation de la métropole qui s'en occupait. Donc, de la rue du Commerce, l'avenue de Landes, et on était même monté rue Franche pour pouvoir prendre en compte toutes les situations. Une commission a été organisée avec, comme je vous l'avais dit, hors la présence des élus, puisque on ne voulait pas qu'il y ait de potentielle pression ou accointance quelconque, et il fallait que ce soit le plus objectif possible. Donc il y avait des représentants de la CCI, de la CMA, des experts comptables qui se sont réunis, qui ont étudié les dossiers. Donc là, c'est la première commission. Il est possible qu'il y en ait une deuxième, puisque les gens avaient quelques semaines pour déposer leur dossier. Et donc on a eu 3 demandes d'indemnisation qui ont été déposées et qui ont reçu un avis positif de cette commission. Et je vous propose donc de suivre l'avis de cette commission sans rien changer. Le règlement intérieur était le même, on y tenait aussi, que celui de la commission d'indemnisation de Inspire, parce qu'il n'y avait pas de raison de le modifier. Donc je vais juste citer ces trois commerces. Donc le premier, c'est la boutique Jeanne. C'est la SRL Boca qui est située 11 rue du Commerce. Le deuxième, c'est Ladyboy qui est situé 17 rue du Commerce. Et le troisième, c'est l'Institut Évasion des Mondes qui est situé 19 rue de la Grille, donc au-dessus de l'avenue de Landes. Donc les sommes ont été décidées en fonction de leur baisse de chiffre d'affaires, validées par les experts comptables et les représentants de la CCI et de la CMA. Et je vous propose donc de leur verser les sommes qui sont inscrites dans cette délibération et de signer le protocole transactionnel avec chacun des acteurs économiques et donc de suivre l'avis de cette commission. On a mis des sommes, nous, au budget pour pouvoir accompagner. Il y aura peut-être une deuxième étape et aujourd'hui, je crois que tout le monde est satisfait, malgré les travaux, du résultat et donc du développement du commerce que ça a pu créer et du fait que ça a généré des flux et aujourd'hui un peu plus de visiteurs dans tous ces commerces. Mais on prend en compte pas les gains, on prend en compte les pertes pendant le temps des travaux. Est-ce que ça appelle de Monsieur Stéphane? Merci Monsieur le maire. Vous nous avez précisé qu'il y avait 3 dossiers que vous nous proposiez d'accepter. Combien de dossiers ont été déposés au total et combien ont été refusés par la commission? Alors, je crois qu'aucun. Je parle sous le contrôle de l'administration parce que comme il n'y avait pas d'élus, je pense qu'aucun dossier aucun dossier étudiable, on va dire, n'a été refusé par la commission. Voilà. Je parle sous contrôle, que je ne dise pas une bêtise. Tous les dossiers déposés ont été examinés et ont été approuvés. Voilà. D'accord, donc tous les dossiers que vous nous présentez, c'est ceux qui ont fait l'objet d'une proposition d'indemnisation. Il n'y a pas de dossiers qui ont été rejetés. Non. Merci.
Alors, en sachant, parce que je vais être complètement transparent, il y a des gens qui savaient qu'ils ne relevaient pas du règlement intérieur. Par exemple, quelqu'un qui a acquis son commerce dans la dernière année, comme il n'y a pas de référence identique, il doit y en avoir un ou deux que j'ai en tête qui n'ont pas déposé de dossier parce qu'ils savaient que le dossier n'était pas recevable parce qu'il ne rentrait pas dans le cadre du règlement intérieur. Voilà. Et comme Yves Cioli et Didier Clavel ont fait le tour de tous les commerces pour leur remettre le règlement intérieur, etc., ça a pu être évoqué avec chacun d'entre eux. Et je pense que du coup, c'est ça aussi qui a dû faire le tri entre ceux qui savaient qu'ils y avaient droit et le plus petit nombre qui savait qu'il n'y avait pas droit. Et en plus, je ne sais plus quel est le pourcentage qui est retenu de baisse du chiffre d'affaires, donc tout ça, ils avaient tous les éléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Des avis contraires, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et on pourra leur verser ces sommes. Monsieur Cioli, pour le rapport numéro 16 sur une délibération qui revient chaque année sur les dérogations exceptionnelles à la fermeture dominicale. Alors, monsieur le maire a la possibilité d'accorder des dérogations au repos dominical pour les commerces de détail installés sur la commune. Le repos dominical dans les établissements de commerce de détail peut être supprimé les dimanches désignés par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut pas excéder 12 par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. C'est-à-dire pour l'année 2026 et après consultation des associations de commerçants, des organisations représentatives salariales et patronales et des chambres professionnelles, le rapporteur propose de maintenir le nombre de dérogations au repos dominical dans les commerces de détail à 5 jours pour l'année 2026, mais comme on fait chaque année. Se répartissant comme suit. Le premier dimanche qui suit les soldes d'hiver, 11 janvier, le premier dimanche qui suit les soldes d'été, le 28 juin, et les 3 dimanches qui précèdent les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire le 6, 13 et 20 décembre 2026. Et puis les commerçants, pour préciser, sont toujours d'accord avec ceci. Voilà. Oui, ils sont tous consultés, les chambres consulaires sont consultées. Voilà, mais tout le monde se concerte. Les syndicats, tout le monde. Alors je vous demande de vous prononcer favorablement. Cette délibération fait suite à une délibération de la métropole qui encadre tout ça et on est conforme à ça. Des questions, Monsieur Ramon? C'est chaque année. Vous parlez de fermeture dominicale, c'est plutôt des ouvertures, mais je ne comprends pas ce libellé dans la délibération. Enfin, oui, mais c'est une dérogation, oui, voilà. Oui. Voilà, logique. Simplement, je trouve assez ridicule, si vous voulez, de limiter à 5 et non pas à 12, parce que vous avez les supermarchés qui sont ouverts tous les dimanches matins, et eux, les pauvres commerçants, n'ont pas la possibilité éventuelle d'avoir les 12 matinées d'ouvertes. Je le regrette pour eux. Mais je tiens à vous préciser que c'est à leur demande. Ils ne veulent pas en faire plus. Voilà. Parce qu'on les contacte quand même avant. Et chaque année, ils ne veulent pas en faire mieux. Puis il y en a même les 5 là, il y en a qui n'ouvrent pas. Sinon, c'est du travail. Voilà. Éteignez votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Cioli. Voilà. Et nous non plus, on n'est pas... eux, ils ne veulent pas travailler plus de 5 dimanches, mais nous non plus, on n'a pas envie que les commerces soient ouverts plus de 5 dimanches, puisque derrière, vous avez la question de l'équilibre, de la vie professionnelle, etc. 5, ça me paraît une bonne chose. Et sur les supermarchés qui sont ouverts le dimanche matin, on n'a pas la main, puisque les vendeurs alimentaires ont le droit. Et il y en a même un, je ne vais pas lui faire de la publicité, mais qui est maintenant ouvert le dimanche après-midi, mais sans aucun... juste avec des gens qui font le gardiennage. Voilà. On vit une drôle de société. Je me demande où bientôt il y aura que des magasins où il n'y a que les caisses automatiques qui fonctionnent. Voilà, donc si on peut essayer de rester raisonnable sur tout ça, 5 dimanches c'est bien, et il y en a qui arrivent à faire autrement, et voilà. Est-ce qu'il y a des avis contraires sur cette délibération, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie et nous changeons de
commission, c'est la ville pratique et la parole est à monsieur Pasquito, d'origine italienne, qui va nous parler de la décision modificative numéro 1. En italien, on dit Pasciotto. Pasciotto, d'accord. Voilà. Donc, d'origine italienne, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une décision modificative qui est modeste. Je crois que depuis que je vous présente à l'automne les DM, c'est la première qui s'ajuste sur des montants aussi faibles. Donc, elle va nous permettre d'intégrer les écritures d'ordre qui sont imposées par des règles de gestion de l'actif et de qualité comptable. Ça nous permet d'ajuster des crédits au plus près des réalisations et des besoins projetés, en conciliant ces deux impératifs, l'impact budgétaire en comparaison du budget primitif, est très limité, c'est ce que je vous ai dit. Donc en fonctionnement, nous ajustons à plus 201 700 € sur cette section de fonctionnement. Ça représente 0,7% du BP. Je vous rappelle que le BP prévoyait pour la section de fonctionnement 29 333 et quelques euros. 29 millions, vous avez compris, 333 000 euros. Section d'investissement, c'était aux alentours de 10 700 €. Donc, en investissement, nous retirons la somme de 266 175 €. C'est moins 2,5% qui était prévu au BP. Concernant les sommes que je vais vous lire très rapidement, en dépenses, concernant la section de fonctionnement, les opérations d'ordre de transfert en section, je le répète, mais vous savez maintenant, ce ne sont pas des écritures réelles, ça concerne essentiellement la valorisation des travaux en régie, en général aux alentours de 125 000 €. Le reste, ce sont l'amortissement d'annonces. Les charges à caractère général, donc plus 60 100 €, atténuation des produits 80 100 €, haute charge de gestion 3 000 €, petite somme. Charges spécifiques 8 500 €, et puis des dotations en provision 50 000 €. Nous avons des recettes produits des services, c'est le chapitre 70, 76 520 €. Fiscalité locale, moins 50 000 €. Nous avons des dotations et participations en hausse de 21 680 €. Et puis, autres produits gestion courante, 8 500 €. Alors, les ajustements apportés sur la section de fonctionnement sont avant tout gage de transparence et de prudence. C'est essentiellement de la prudence. Nous avons un service des finances qui est très prudent, il a raison. En général, on a de bonnes surprises en fin d'année parce qu'il y a des dépenses que nous avons prévues que nous ne réalisons pas. Il y a des recettes que nous avons sous-estimées que nous touchons. Bon, espérons, on va toucher du bois, que ça se passe que comme ça cette année. Côté recettes, donc produits des services, plus 77 000 €, mutualisation assurance, donc ça concerne la mise à disposition des personnels municipaux auprès de la métropole. Je rappelle que nous avions prévu au BP la somme de 110 000 €. Hein. Il va se rajouter 102 500 €. Le chapitre 70 était prévu pour cette année, je le rappelle, aux alentours de 2,5 millions. La fiscalité locale, moins 50 000 €. Bon, en matière de fiscalité, donc si on prévoit une baisse de 50 000 €, c'est que les droits de mutation sont constatés en baisse relativement à ce que nous avons pu constater sur les 3 premiers trimestres. Donc toujours de la prudence. Dotation et participation, plus 22 000 €. Alors, je rappelle, mais maintenant vous le savez, hein, que nos dotations de l'État sont en baisse régulière. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Donc, la dotation forfaitaire, elle va baisser de 30 160 €. Bon, la DSU, on a plus de 17 000 €. Bon, et puis la dotation nationale de péréquation, qui sont toujours des sommes modestes, mais en un mois, 3 970 €. Par contre, on a des subventions alors
qui concerne nos colos apprenantes pour 2025. C'est les séjours, séjours Côte-Atlantique, donc 16 000 euros. On a des participations de la CAF supplémentaires pour 20 000 euros. Et puis on a une compensation au titre des exonérations de taxes foncières pour 19 500 euros. On a les autres produits, ce sont les loyers de la commune en général, donc on a une régularisation de loyer pour 9 000 euros. Côté dépenses, donc les charges à caractère général, plus 60 000 euros. Ça concerne l'entretien du patrimoine, des locations. Bon. Ces crédits supplémentaires, ils sont destinés à renforcer les enveloppes qui sont consacrées à l'entretien de notre patrimoine, mobilier, immobilier, plus 27 000 euros, et des locations de matériel pour 9 000 euros. D'autres crédits nouveaux permettent de financer le lancement d'une action pédagogique en faveur de l'école maternelle d'Hermin. C'est un exemple, il y a d'autres exemples et je ne vais pas tous vous les citer, pour 6 000 euros, ainsi que la mise en place d'une charte de devanture à destination des commerces de proximité pour 10 000 euros. Atténuation des produits et exonération, c'est de la prudence également. Ça doit théoriquement nous permettre de couvrir des exonérations et des dégrèvements de fiscalité antérieurement appliqués, mais non encore constatés budgétairement. Provision, bon, chaque année en DM on prévoit une provision, prudence face à des risques d'irrécouvrabilité. C'est des sommes qui sont rarement consommées, mais notre service des finances nous demande toujours de faire un certain nombre de provisions. Section d'investissement, moins 266 175 euros. Opération d'ordre, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ce sont des dépenses en investissement, c'était des recettes de fonctionnement. Opération patrimoniale, moi ce sont des intégrations d'annonces, 7 425 euros. Dotation fonds divers et réserves en recettes, moins 34 000 euros. Subvention d'investissement, 55 000 euros. En recettes, emprunt et dette assimilée, en recettes, moins 294 000 euros. Nous avons des dépenses d'investissement supplémentaires, immobilisation incorporelle, 1960 euros. On a des subventions d'équipement versées, moins 48 800 euros. Ça concerne l'éclairage LED des foot pour le stade de foot Gardé qui est reporté en 2026. Immobilisation corporelle, 23 740 euros. Immobilisation en cours, moins 95 500 euros. Et autres immobilisations financières, moins 300 000 euros. Côté recettes, l'emprunt est réduit de moins 294 000 euros. Ça veut dire que notre endettement est maîtrisé. Rappelez-vous, notre objectif depuis quelques années, c'est de limiter notre emprunt à 1,5 million. On avait prévu un emprunt aux alentours d'1,7 million. Il ne sera pas consommé, donc on réduit cet emprunt. Le FCTVA, plus 23 000 euros, conformément aux dépenses d'équipement 2024, parce qu'on rappelle que les recettes du FCTVA qui elles, progressent de 23 000 euros, elles sont versées par l'État au premier semestre 2025, mais de la dotation d'équipement qui est calculée en fonction des investissements réalisés en 2024. C'est cela qu'il faut préciser. La taxe d'aménagement, bon, c'est de la prudence, moins 58 000 euros. Ça, c'est lié au volume de recettes qui sont constatés. Au BP, on avait prévu 240 000 euros. Nous avons une subvention de 55 000 euros. Ce sont les fonds verts qui sont liés à la végétalisation dans les écoles. C'est pour la cour d'école au Brac. N'est-ce pas si l'année prochaine on aura encore des fonds verts, on verra ce que le futur gouvernement va nous réserver. Je rappelle qu'il nous avait été retiré au niveau national, les fonds verts, en volume pour la France, c'était moins de 2 milliards d'euros. Côté dépenses, une avance à la Sacrée République qui est réduite de 300 000 euros, vu la santé financière. Enfin, les dispositions financières de la ZAC République, nous n'avons pas besoin de consommer plus. Donc on avait prévu 1,2 million, donc on va réduire cette avance de 300 000 euros.
Elle s'élèvera à 900 000 euros. Nous avons des travaux moins onéreux, moins 50 000 euros. Alors, j'ai pas mal de petits travaux, enfin, je ne vais pas tous vous les citer, mais chaque année, il y a des travaux qui ont lieu dans nos bâtiments. Alors, les bâtiments scolaires, il y a des travaux de peinture dans les écoles, il y a des travaux dans les maternelles, il y a des restitutions de crédit. On avait prévu, par exemple, au niveau de la cour d'école Aubrac, des travaux sur le réseau d'eau, notamment. Suite à une expertise, on n'en a pas eu besoin. Donc, ce sont des crédits non négligeables. On restitue 80 000 euros parce que ces travaux ne sont pas nécessaires. On a eu des peintures à l'élémentaire Bournel, d'Hermin. On a fait des passages en LED au restaurant scolaire d'Hermin. Puis il y a aussi des restitutions de crédits qui n'ont pas été consommées. Et dernièrement, je terminerai là-dessus. Il y a une liste de travaux plus importante. Je vous en liste quelques-uns. On a fait quelques travaux de serrurerie au commissariat qui nous appartient. Les locaux du commissariat nous appartiennent. Puis on a remplacé une armoire électrique dans les locaux du centre de loisirs. Voilà, on a des travaux qui sont reportés, enfin, moins 149, 150 000 euros. L'éclairage LED du foot gardé, chauffage hôtel 2000, ils seront reportés à l'année prochaine. Donc, en définitive, cette DM repose sur les exigences suivantes. Donc, nous respectons les obligations réglementaires comptables. Nous appliquons des principes de prudence. On maintient l'équilibre financier, ça c'est obligatoire. Comme nous nous étions engagés, nous maîtrisons l'endettement. Et puis, je voulais présenter des ajustements d'investissement. On adapte les crédits aux besoins réels et des projets en cours. Merci de votre écoute. Merci Monsieur Pascuto, une DM donc essentiellement technique et qui prend en compte des ajustements. Y a-t-il des questions, des commentaires sur cette DM? Non, pas de questions, pas de commentaires. Je propose qu'on passe au vote. C'est pas la peine de faire durer plus longtemps. Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Ensuite, c'est des finances toujours. Oui, ce sont des garanties d'emprunt. Alors, il s'agit de garantir 2 emprunts. Alors, le premier emprunt, c'est accordé à Assemblia pour la construction de 10 logements qui sont situés aux 2, 4 et 6 esplanades Samuel Paty et 20 avenue de la Libération. Alors, dans ces garanties d'emprunt, en général, on se partage la tâche avec la métropole. La métropole, pour cet emprunt, se porte garant à 60% et nous allons nous porter garant à 40%. Ça concerne une somme de 49 200 euros. Donc, durée totale, bon, c'est des durées qui sont longues, 480 mois. Taux annuel, c'est ajusté sur le livret A. Moins 210 points de base. Donc voilà, nous concernant, nous nous portons garant sur la somme de 19 680 euros. Merci, c'est classique, ça se fait avec la métro, avec le département, et là c'est pour Assemblée. Je rappelle, parce que mon camarade Romain m'a demandé de vous dire, on précise, concernant le service enregistreur, le service a pu positionner des candidatures sur 20 logements qui sont réservataires. Donc on a 5 logements Assemblia, 8 logements Auvergne Habitat, 4 logements CDC Habitat et 3 logements pour l'Office. Oui, puisque quand on garantit, ça nous permet d'avoir des logements réservataires. Des questions sur ces garanties d'emprunt? À Monsieur Ramon. Simplement, la ville est déjà caution pour près de 50 millions d'euros pour les bailleurs sociaux. Ce qui est énorme en cas de défaut de paiement. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ils sont obligés de vendre des appartements pour investir. Ce qui fragilise encore, si vous voulez, leur situation financière. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Est-ce que lorsqu'ils vendent les appartements, il y a un remboursement des emprunts qui s'effectue à ce moment-là? S'il n'y a plus d'objet, il ne devrait plus y avoir de prêt. Ça, c'est la règle bancaire. D'autre part, il y a de nombreux Cournonais que nous rencontrons, nous disent encore des immeubles.
ça suffit. Donc nous voterons contre ces délibérations. Et ça, c'est intéressant. J'espère que c'est vous qui serez tête de liste de l'opposition aux prochaines municipales, Monsieur Ramon, parce que là, vraiment, on aura une appréciation du développement de notre ville et de la stratégie qu'on doit mener pour qu'elle reste attractive et qu'elle permette aux Cournois de bien vivre, qui méritera un bon débat. Et je serai j'attendrai ce moment avec plaisir et délectation de pouvoir débattre de ça avec vous. Alors, de toute façon, s'ils étaient en faillite, on récupérait l'immobilier, donc il n'y a pas de risque. Et c'est ce qui permet aujourd'hui au logement social d'obtenir des prêts avec un taux préférentiel et ce qui permet donc d'avoir des niveaux de location, de loyer qui permettent à, je vous rappelle, 70% de la population de pouvoir accéder à du logement social. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres questions? Non, des avis contraires? 4. Des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. La suivante, oui, c'est un deuxième exactement prêt, la même chose. C'est pas la même chose, ça concerne un prêt de 58 800 euros. Donc nous, on est garant à 25% à 75%, c'est l'aglo. Voilà, toujours livret A. Et nous, ça concerne, ouais, je vous ai dit, 14 700 euros. Pas de souci. Bon, même des avis contraires, même vote. 4, des abstentions, c'est adopté, je vous en remercie. Le rapport numéro 20, c'est toujours vous, c'est un avenant à l'acte constitutif du groupement de commandes permanent avec le CCAS, Monsieur Pasquito. Oui, rapidement. Donc je vous rappelle que le 10 décembre 2024, notre conseil municipal a approuvé l'acte constitutif du groupement de commandes permanent entre le centre communal d'action sociale et la ville de Cournon. Il est aujourd'hui proposé de modifier par avenant cet acte constitutif en ajoutant dans la liste des familles d'achat l'entretien des réseaux d'eau usée et pluviale, ça concerne le pompage, hydrocurage et inspection télévisuelle. Ça concerne également les contrôles techniques des véhicules. Donc je vous demande d'approuver. Très bien, merci. L'idée étant, en mutualisant, de réussir à avoir des tarifs les moins chers possibles. C'est aussi de la bonne gestion. Pas de questions, je suppose, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Ah, Madame Brun, c'est votre moment, c'est les tarifs du camping. Merci, Monsieur le maire. Allez, on y va. Comme chaque année, quelques modifications sont effectuées dans l'évolution des tarifs des locatifs qui sont revalorisés d'environ 1% pour l'année 2026. Le changement concerne aussi l'uniformisation des saisons pour une meilleure compréhension de tous et la révision des tarifs des emplacements. Mais le principal changement est l'ajustement tarifaire pour les camping-cars autonomes. En effet, le tarif longue durée est proposé selon 2 formules, avec ou sans électricité, pour tout séjour supérieur à 2 semaines et inférieur à 10 mois. Et enfin, la mise en place d'une nouvelle offre d'assurance annulation. Pour le mini-golf, il est proposé le maintien du tarif, étant précisé que la gratuité pour la 4e personne par tranche de 4 personnes est reconduite. Dans le document, vous avez pu prendre connaissance de ces différents tarifs et vous êtes invité à vous prononcer favorablement sur ces grilles tarifaires applicables au 1er janvier 2026 ainsi que sur le tarif du mini-golf. Merci. Des tarifs qui évoluent régulièrement et on a de la bonne santé financière et de notre camping, au-delà de la bonne santé financière, de la bonne santé de fonctionnement, puisqu'on a eu un été plus que correct. Des questions sur le camping? Des questions, des avis contraires, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport 22, c'est toujours vous, Madame Brun, c'est une assurance annulation qu'on va pouvoir proposer. Voilà. Actuellement, et depuis 2021, le camping propose l'assurance annulation de Camper Couvert. Pour améliorer et pour proposer des solutions plus souples et avantageuses pour les usagers, la société NIT, avec plusieurs formules, offre un niveau de couverture satisfaisant et un meilleur service rendu sans avoir un coût supplémentaire pour les campeurs. Vous avez tout le détail dans votre document et je vous invite à approuver la convention de distribution relative à l'assurance annulation des séjours qui interviendra entre la ville et la société NIT à partir du 1er janvier 2026 et d'opter pour la formule Flex
au taux de cotisation 3%. Vous êtes également invité à mettre fin à l'offre annuelle Campé Couvert à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention et à autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents liés à la mise en œuvre de la délibération. Merci, je suppose que ça s'appelle pas de questions, pas de commentaires, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 23, Madame Alexandre, subvention aux associations ayant du personnel. Oui. Alors c'est une subvention, enfin une délibération que je présente depuis 3 ans, je pense maintenant. C'est dans une volonté de clarté et de transparence financière. Vous savez qu'on a des agents communaux qui sont mis à disposition d'associations, que ce soit pour le centre de loisirs, l'escrime, l'orchestre d'harmonie, la batterie fanfare et Passacaille. Et en fait, désormais, ces associations doivent nous payer pour ces mises à disposition, et pour qu'elles puissent nous payer, nous leur leur donnons une subvention exceptionnelle. Voilà exactement ce que c'est, de quoi il s'agit. Merci, ça permet la transparence puisque c'est des aides indirectes qu'il faut donc comptabiliser. C'est classique, on n'a rien changé, pas de soucis, pas de questions. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. La délibération 24, c'est une convention qu'on a déjà passée, donc c'est un renouvellement. Vous savez que le centre de gestion propose des mesures au-delà de son socle de compétences obligatoires, notamment pour nous accompagner sur l'examen des dossiers de nos agents qui voudraient partir à la retraite. On vous propose de renouveler cette adhésion. Pas de souci, Madame Blandine Gaillot, vous ne participez pas au vote, donc il faudra le marquer. Pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. C'est pas parce que Madame Gaillot va partir à la retraite, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Je rassure tout le monde. Le rapport 25. C'est une nouvelle délibération qui a été examinée hier matin en CST. Il y a quelques années, c'était avant que je sois maire, avait été mis en place une allocation spéciale pour les jeunes qui sont atteints d'un handicap. Et donc c'était jusqu'à leurs 18 ans, et il vous est proposé, parce que les années passant, on s'est aperçu qu'il y avait entre guillemets un trou dans la raquette. En tout cas, il y avait des jeunes handicapés qui vieillissaient, et que dans la fonction publique, on pouvait aller jusqu'à 27 ans. Donc on vous propose d'élargir cette disposition pour aller de 20 à 27 ans, ça allait jusqu'à 20 ans, pardon, de 20 à 27 ans, et de pouvoir donc verser cette allocation spéciale aux familles qui accompagnent ou aux jeunes qui sont atteints d'un handicap. Ça me paraît en conformité avec la charte qu'on a signée et sur laquelle que met en avant Bruno Bournel. Et même si ça ne touche pas beaucoup de nos agents, même s'il n'y en a qu'un, c'est ce que je disais hier, c'est essentiel pour lui. Donc voilà, je crois qu'on peut que se réjouir de cette proposition. Des questions, des commentaires ? Ça a été voté à l'unanimité du CST hier. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport 26, c'est une modification. Tiens, on m'a mis en photo sur le... C'est bien ça, le régime indemnitaire des agents. C'est donc une modification du classement dans les groupes de fonction. Vous savez qu'on a délibéré il y a quelques années, on avait beaucoup travaillé là-dessus, sur ce qu'on appelle le RIFSEP, c'est le régime indemnitaire. Et au fur et à mesure des organisations ou des embauches ou des priorisations de certains services, de certaines fonctions, il y a des modifications. Et donc là, il y a 2 modifications. Chargé de communication interne qui passerait en groupe A4 et le responsable du pôle attractivité et prévention qui passerait au groupe B3. Pas de questions, c'est très technique, pas de soucis, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Madame Brun, c'est vraiment votre soirée. Les recenseurs. Oui. Comme chaque année, depuis 2004, cette délibération porte sur le recrutement de 4 agents recenseurs afin d'organiser le recensement partiel de la population de Cournon mis en place par l'INSEE. Ce recensement débutera en janvier prochain. Et pour cela, l'État attribue une dotation qui est complétée par la commune de façon à ce que les agents perçoivent une indemnité correspondant à l'équivalent d'un mois de 151,67 heures payées au SMIC.
vous êtes invités à vous prononcer favorablement sur la création de 4 emplois non permanents d'agents recenseurs à temps non complet pour la période du 1er janvier au 28 février 2026 et à approuver les modalités de rémunération de ces agents. Merci beaucoup. C'est pas on en sourit, mais c'est pas un boulot si simple parce que de plus en plus de gens pas refusent, mais en tout cas n'ouvrent pas leurs portes de façon aussi ouverte. Puis il y a des gens qui ne sont pas disponibles à tous les horaires. Donc voilà. Et c'est important pour nous. Et ça fera le lien avec une délibération qui est un peu plus loin d'ailleurs. Pas de souci. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport 28, c'est là aussi, c'est classique, vous en avez à chaque conseil municipal, c'est les ouvertures de postes. Il n'y a pas de création de postes. On a notre responsable du service de la cohésion sociale qui est parti à l'éducation nationale d'ailleurs, et donc il nous faut la remplacer, donc c'est ce que vous avez. Pareil au camping, on a une responsable qui est partie, mais qui a muté en interne à la ville et il faut la remplacer. Et on a un avancement de grade à la promotion interne. Voilà, vous avez tout ça. Il n'y a pas de création, c'est juste la prise en compte de mouvements de personnel. Pas de soucis, pas de questions, pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Donc on passe la ville éducative inclusive, on l'a déjà faite. On va arriver donc à la fin de ce conseil. Rapport numéro 31, je sais pas, il y a une délibération. Donc en lien avec le recensement dont on parlait tout à l'heure, il est possible, on le saura à mi-janvier, que mi-décembre, excusez-moi, que la ville se retrouve en dessous des 20 000 habitants. Et pourtant on fait du béton, hein, c'est bête, on fait des appartements et on fait moins de 20 000 habitants, imaginez si on n'en faisait pas. Et donc il y a une possibilité qui avait été activée il y a quelques années, je pense qu'on remontera après. Hein. Mais en tout cas, pendant quelques temps, on va être en dessous de 20 000 habitants, ce qui a des répercussions pour la ville, notamment pour les emplois, pour quoi d'autre qui est compensé par ça. Essentiellement ça, puis aussi des niveaux de subventions. Il y a des subventions auxquelles on peut accéder si on est au-dessus de 20 000, en dessous de 20 000, etc. Donc ce qui vous est proposé, c'est ce qui avait été utilisé il y a quelques années, en fait, comme on a un QPV, c'est purement technique, hein, pour ces questions d'emploi notamment, est-ce qu'on a le droit des ingénieurs principaux, etc., etc. On peut faire une demande de surclassement démographique en comptant le QPV multiplié par 2. Donc, je ne sais plus si on a les chiffres ici, mais c'est... je ne sais pas combien il y en a au QPV, 1800, c'est ça normalement, non ? 1850, hein, quelque chose comme ça. Donc, ça nous permet de rester dans la strate des 20 à 40 000, et ce qui permet à l'ensemble de l'administration, notamment, de rester sur le mode de fonctionnement actuel. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Monsieur Ramon ? Cette délibération est assez contradictoire parce que vous nous dites toujours, Monsieur Reich, que Cournon est une ville attractive. Alors j'ai un certain nombre de questions. Quels avantages pour la ville ? Le nombre d'adjoints ? Le nombre de conseillers ? Les indemnités du maire et des adjoints seraient-elles revues à la baisse si on passe en dessous des 20 000 ? D'autre part, il y a un bruit qui s'est répandu dans la ville que 2 postes d'adjointe seraient supprimés. C'est un bruit qui a couru du plan d'eau jusqu'à la pointe de Cournon. Si cela s'avère vrai, quid de la parité et du respect des femmes ? Et je vous rappelle que, pour faire une liaison, un rugbyman âgé de 17 ans et 364 jours ne peut pas être surclassé pour jouer en top 14. Ça s'appelle une allégorie, c'est ça ? Ça n'a aucun impact sur toutes les questions que vous posez sur les élus, le nombre d'adjoints, etc. C'est pas, ça ne corrige pas ça. Si on est en dessous de 20 000, vous devez le savoir, si vous vous destinez à mener cette liste, c'est plus le même nombre d'élus et c'est plus le même nombre d'adjoints. Donc ça ne changera rien. Le surclassement ne change rien. Je vous l'ai
explicitement dit. Ça concerne les services, essentiellement les emplois fonctionnels. Alors je ne vous dirai pas exactement dans le détail. Je sais qu'il y a le nombre d'ingénieurs principaux aussi. Donc c'est purement technique pour l'administration. Le reste, ça ne change rien. C'est pas parce qu'on va utiliser cette demande de surclassement que ça ne prendra pas en compte les conséquences d'un passage à moins de 20 000 habitants. Voilà. Puis sur les 2 adjointes, j'ai décidé de travailler qu'avec des mecs maintenant, je crois que j'ai dit. Non, mais non, je sais pas. Il faut pas écouter. Vous savez, il y a des choses sur les réseaux. J'ai vu des trucs sur les réseaux, sur des demandes que j'aurais faites, sur des questions de menu. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Je dois en discuter bientôt avec les administrateurs, d'ailleurs. Parce que les fake news, je pense qu'à un moment, on a tous intérêt, en tant qu'élus, à les contrôler, à rester... à contrôler, rester calme et puis essayer de faire de la pédagogie, d'expliquer aux gens qu'il y a des choses qui sont possibles, des choses qui ne sont pas possibles. Et que c'est pas parce qu'on m'a dit que le maire avait dit ça. Non, c'est pas parce qu'on m'a dit que le maire avait dit ça que le maire, il a obligatoirement dit ça. Bon, c'est cette société dans laquelle on vit, hein, il faut qu'on fasse avec. Mais si on pouvait essayer de rendre les gens un peu plus méfiants et en tout cas qui se posent des questions par rapport à ce qu'ils lisent ou ce qu'on leur dit. Donc ce qu'on vous a dit, il faut faire la même chose, il faut vous poser des questions. Les 2 adjointes, je ne sais pas de quoi on parle, donc je ne peux pas vous dire. Voilà. En tout cas pour aujourd'hui. Alors, des avis contraires sur cette délibération, 4. Des abstentions, c'est adopté. Ensuite, je vous propose une adhésion à l'association des villes de France. J'ai mis un peu de temps, mais j'ai découvert que notre ville n'était pas adhérente à une association qui puisse la représenter au niveau national. On l'a été il y a une dizaine d'années, ça s'appelait Ville et banlieue. Et on ne l'a plus été. J'ai mis un peu de temps avec les services à chercher une association qui pourrait nous représenter. Celle-là, je vous invite à aller regarder leur site internet, correspond exactement à ce que à notre type de ville. Alors je crois que ça doit être 2000 €, hein, donc c'est 2200 €, mais c'est surtout une association qui propose des lieux de rencontre, des tables rondes, des formations en visio, et puis une plateforme et une représentation au niveau national quand on a besoin d'être défendu. Donc je vous propose d'adhérer à cette association des villes de France et je vous propose d'aller voir sur son site d'ailleurs comment elle fonctionne. C'est les villes de 10 000 à 80 000, à 100 000. Et quand vous verrez la liste, c'est apolitique, hein. Vous avez un président de droite, un vice-président de gauche ou le contraire. Non, ça doit être ça, un président de droite et un vice-président de gauche. C'est des associations, d'élus qui sont, qui font du lobbying en fait, hein, c'est tout. Et on n'était pas dans une de ces associations. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions? Des avis contraires, des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Je dois vous lire en 30 secondes quelques décisions que j'ai pu prendre. Signature d'une convention d'accompagnement à la fiscalité locale avec la société Ecofinance Collectivité. C'est le service finance qui se fait accompagner pour voir si il y a des gains. Il y a des optimisations possibles sur les ressources fiscales pour les entreprises. J'ai signé une demande de subvention auprès de Clermont-Auvergne Métropole pour la mise en œuvre du programme de travaux. J'ai signé un bail de location professionnelle concernant le local Avenue de la Libération au profit de la société Univet. 1 Avenue de la Libération. C'est où ça ? Ah oui, c'est chez le vétérinaire. Oui, parce qu'il le loue. Merci. Pareil sur la boutique Tremplin qui fonctionne bien. Je vous invite à aller voir. Vous savez, le principe de cette boutique où un jeune entrepreneur vient tester son produit et si ça marche, on lui trouvera un lieu pour s'installer. Et petit à petit, on va retrouver du commerce de proximité. Et là, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, c'est un bail très particulier, hein, puisqu'on ne veut pas que ça pose de problème à la personne pour venir tester ses produits. Donc, j'ai signé le bail. On a contracté un emprunt d'1 500 000 €, ce qui était inscrit dans le budget, et puis de 35 000 € pour le budget du transport. On a fait une demande de subvention pour la restructuration de l'école, de la cour d'école Lucie Aubrac. On a fait une rétrocession de la concession numéro 90 dans le cimetière. Me dites pas, ça doit être quelqu'un qui a rétrocédé à la ville, voilà, une concession dont il était propriétaire avant la fin de la durée. C'était une durée de 50 ans. Ensuite, on a exercé notre droit de préemption. C'était quoi ça ?
Ah, c'est sur de l'espace rural. Voilà, c'est une zone de transition avec la zone agricole et les espaces naturels fragiles. Il y avait une trame verte xérothermophile. C'était autour du Puy-Chalut. Vous savez, c'est le projet qu'on a autour du Puy-Chalut. Et donc, c'est quelques mètres carrés. Quelqu'un les mettait en vente et donc on lui a acheté. C'est en lien aussi avec la SAFER qui fait ça. Et puis, vous avez les informations du Conseil, tous les marchés conclus. Donc, vous avez la liste, ce qui vous permet de voir, ça me permet de remercier les gens autour de cette table qui sont dans cette commission d'appel d'offres et qui ont passé beaucoup de temps et qui sont encore, je crois, en commission demain d'ailleurs, il me semble, ou après-demain. Demain, c'est ça, avec des sujets encore, voilà. Donc je les remercie. Vous avez quelqu'un, chacun chez vous. Je crois que c'est Madame Bosvironois, c'est ça, et Madame Payen. Et je les remercie vraiment, plus ceux de la majorité, parce que c'est essentiel. C'est des actions d'élus qu'on ne voit pas, qui prennent du temps, et c'est essentiel pour le bon fonctionnement de notre collectivité. Demain matin. Voilà, et c'est Bernard et Richard qui président ça. Je vous remercie, c'est la fin de ce conseil, 20h24, nous avons mis 2 heures. Merci à tous et à très bientôt.